Alors, bonjour, je suis fasciathérapeute certifiée en fasciapulsologie, qui est une branche spécifique de la fascia qui porte une attention particulière sur la régulation du flux sanguin. Et par ailleurs, je suis aussi praticienne en méthode TRE. Alors, méthode TRE, c'est une méthode de relâchement des tensions et des traumas qui est relativement récente. Elle a été créée en 2005 par un monsieur qui s'appelle David Berceli et qui est expert en traumatologie. Voilà. Voilà, j'ai commencé très tôt la danse classique et je crois que pour moi, le mouvement a été un fil conducteur tout au long de ma vie. Il est encore un fil conducteur d'exploration. Quoi dire? J'ai commencé dans la vie professionnelle dans le ballet classique de Monsieur Roland Petit. Et je me suis sentie assez vite emprisonnée dans cette technique classique. Donc j'ai très vite aussi exploré d'autres techniques, dont bien sûr le contemporain et le modern jazz. Mais la vraie révélation, ça fut ma rencontre avec le yoga. Alors là, je me suis dit, waouh, ça c'est l'essence de la danse, c'est l'essence du mouvement. Et c'était vraiment pour moi une découverte d'une façon d'approcher le mouvement de façon subtile, sensible et intégrative. Voilà. Alors, on peut dire que c'est l'écoute du yoga qui m'a éveillée, enfin la pratique du yoga plutôt, qui m'a éveillée à l'écoute des rythmes profonds du corps, hein, et aussi qui m'a fait découvrir la puissance thérapeutique du mouvement. Alors, je peux dire aussi que c'est le yoga qui m'a conduit vers la thérapie manuelle, donc la fasciathérapie. Alors, ce qui m'a attirée, c'est que à l'époque où je pratiquais le yoga, je pratiquais assez souvent avec un ami qui était ostéopathe et je me suis rendu compte assez vite aussi qu'on avait une écoute assez commune du mouvement pour entrer dans les postures. Donc ça m'a interpellée. Après, je dansais encore, donc de temps en temps, j'avais besoin des recours d'un ostéopathe. Donc la personne qui me suivait voyait bien que je suivais très bien les corrections qu'elle faisait et que je pouvais lui nommer, quoi, lui dire ce qui se passait. Donc elle m'a aussi encouragée, elle me dit, bah, tu devrais toucher quand même, peut-être ça serait bien. Donc c'est venu comme ça, je me suis dit, bon, ben oui, c'est vrai que petit à petit, j'ai eu le désir de toucher aussi, quoi. Et alors, j'aurais pu me diriger vers l'ostéopathie, puisque c'était plutôt à des ostéopathes que j'avais affaire. Mais au moment où j'ai pris la décision de me former, j'ai entendu parler de l'école de d'Annie Bois. C'est à cette école que j'ai fait un premier cycle de fasciathérapie d'ailleurs. Et lui proposait à la fois une formation au toucher, mais aussi l'expérience d'une gymnastique sensorielle qui s'inspirait du tai chi en partie, je pense, et du qigong. Voilà. Donc pour moi, le fait d'associer à la fois le toucher et le mouvement, ça m'a touchée parce que je me disais que c'était intéressant, et je me dis toujours d'ailleurs que c'est intéressant de pouvoir expérimenter dans son propre corps les effets du mouvement et que c'est une dimension supplémentaire pour toucher. Les fascias, c'est quand même 18 à 23 kilos de la masse corporelle, ce qui est quand même énorme. Donc ils ont longtemps été considérés comme un tissu de remplissage. Mais assez récemment, les anatomistes ont commencé à s'intéresser plus précisément à la fonction des fascias. Et donc, on s'est rendu compte que ces fascias, ils sont partout dans le corps, hein. On les appelle aussi tissus conjonctifs. Ils enveloppent tout dans le corps. Ils cloisonnent, ils protègent, ils mettent en relation tous les organes du corps, que ce soit les organes, les artères, les nerfs, les vaisseaux, les os sont enveloppés du fascia, le cerveau, et même la membrane cellulaire, c'est du fascia.
Donc, ils relient tout et ils font de notre corps une unité corporelle. Et de ce fait, ils sont en relation étroite avec le système nerveux central. Et ceci explique qu'ils sont très impliqués dans l'anxiété, le stress ou les réactions émotionnelles. Voilà, alors ces fascias, donc c'est une structure fibrillaire qui est conçue pour donner une mobilité interne maximum à tous les organes du corps, dans toutes les directions de l'espace. Et ils ont aussi la capacité de donner, ils donnent la capacité aux organes de se déformer pour pouvoir s'adapter aux contraintes que subit notre corps. Et par rapport, la continuité tissulaire est garante du maintien de la forme de notre corps et de son intégrité. Voilà, donc ils ont quand même un rôle essentiel dans le corps. La fascia, ça consiste à libérer les surfaces de glissement hein, des fascias. Donc les douleurs chroniques, c'est souvent dû à des conflits tissulaires. C'est-à-dire que justement, par endroit, ces fascias perdent leur capacité de glissement. Et en rendant la liberté aux fascias, on va réguler le flux sanguin, les échanges métaboliques, mais on va aussi, en libérant les surfaces de glissement des fascias, harmoniser les coordinations des chaînes myofaciales, hein. Et du coup, ça rééquilibre le corps et ça permet d'éviter les conflits tissulaires. La fascia, donc, comme je dis, c'est une écoute de la respiration des tissus. Et l'idée, l'objectif, c'est de rendre aux tissus leur mobilité dans la profondeur. Donc, le fait de libérer les fascias, ça va libérer le flux sanguin et améliorer les échanges métaboliques. Voilà. Et donc, en régulant ceci, on rééquilibre à la fois les organes, hein, enfin, le métabolisme, mais aussi les coordinations des chaînes myofaciales. Donc ça, du coup, c'est pas la même écoute au niveau des rythmes profonds que l'ostéopathie ou que la physiothérapie qui, elle, travaille plus sur les muscles. Les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'hypertension artérielle quand elle n'est pas traitée ou quand elle dépasse 16,8. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les problèmes vasculaires profonds, comme les phlébites. Ah bon, c'est une phlébite, on ne va pas toucher quand il y a une phlébite. Quand il y a un accident récent ou une blessure récente, pareil, il y a des délais, on ne touche pas tout de suite, quoi. Sur des tumeurs malignes, des cancers, il faut toujours prendre l'avis du médecin, de l'oncologue qui s'occupe de la personne. Et autrement, il y a aussi, euh, pour les femmes enceintes, on attend que la grossesse soit à 3 mois révolue. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oui, sur les porteurs de pacemakers, on évite de toucher, sauf que maintenant, ils ont des pacemakers qui ralentissent et accélèrent. Donc le problème est un peu différent, parce que quand on touche, on accélère le flux sanguin, donc il faut faire attention aussi. En fait, comme je viens de le dire, la fasciathérapie, c'est un toucher. Donc c'est un toucher qui libère les fascias, qui régule le flux sanguin, régule les échanges métaboliques. Mais du coup, c'est un message, le message qui est adressé au système nerveux central autonome, c'est un message qui passe par les voies circulatoires, hein. Alors, pour le TRE, le praticien, il est là pour accompagner le sujet qui, lui, va être acteur d'un processus qui est un processus naturel, profondément inscrit dans nos gènes
Et ce processus va être réactivé par une série d'exercices qui vont réchauffer les muscles profonds du corps. Donc, comme c'est une série d'exercices, c'est un message neuroréflexe qui va être adressé directement sur le système nerveux central. Donc, ces exercices vont réchauffer les muscles profonds du corps, qui va donc euh, toucher le système nerveux central et qui va répondre en s'exprimant par des tremblements involontaires qu'on appelle des tremblements neurogéniques. Voilà. Et ces tremblements vont avoir pour fonction, pour résultat, on va dire, de libérer les fascias, donc de rétablir les glissements des fascias, et aussi en même temps d'effacer les mémoires qui étaient les mémoires traumatiques qui étaient restées figées dans les tissus. Alors, l'acronyme TRE, c'est Trauma Releasing Exercises, donc technique de relâchement des tensions et des traumas. La méthode DRE, c'est des exercices très très simples, hein. C'est une succession de contractions, une alternance de contractions très douces et d'étirements très doux, et les exercices sont très simples. Donc en fait, ça s'adresse à tout public, et même des personnes qui auraient des difficultés de mouvement, on peut adapter les postures parce qu'elles sont vraiment très simples. Donc après, il faut faire attention au niveau du public, surtout aux problèmes émotionnels. S'il y a des dissociations trop importantes, peut-être pour certains publics, il vaut mieux que ce soit un praticien TRE qui ait aussi une formation de psychologue. Donc c'est surtout à ça qu'il faut veiller. Mais du coup, pour prévenir ça, avant de faire une première séance, on a un questionnaire de précaution que la personne remplit de façon à ce qu'on puisse prendre en compte ses difficultés et puis l'adresser à une autre personne au cas où on pense qu'on n'a pas les compétences. En fait, le lien, c'est l'effet que les deux méthodes ont sur les fascias, d'une part, c'est-à-dire cette libération des fascias. Et du coup, quand on libère, quand on reçoit un traumatisme, ben, le corps produit des substances neurogéniques qui vont permettre de combattre ou de fuir, mais si on n'est pas dans la situation de le faire, eh bien, les substances en question restent dans notre corps et se figent dans les tissus. Donc, du coup, le fait de relâcher et de libérer les fascias vont permettre au corps d'évacuer ces tensions et ces mémoires. Voilà, ça, c'est le point commun des deux méthodes. Et je veux dire, la synergie des deux méthodes, c'est que l'information qui s'adresse au système nerveux central autonome est différente. L'une se fait par les voies circulatoires, l'autre par les voies neuroréflexes. Donc c'est une voie indirecte et une voie directe, mais toutes les deux vont modifier quand même quelque chose au niveau du système nerveux central, vont rééquilibrer le système nerveux central autonome. Et donc sur des mémoires, hein, le fait de changer d'information, ça peut être intéressant pour lever des blocages. Ça crée une synergie souvent. Vous voyez, certains peuvent résister à une méthode et puis être facilités après grâce à la méthode TRE et inversement. Alors, ben, ils sont plutôt bons, hein. Ils aiment bien parce que, oui, l'autre avantage de la méthode TRE, en fait, c'est que ça donne un outil. Parce qu'une fois que vous les avez initiés à la méthode, accompagnés dans la méthode pour les initier aux exercices, ils ont des outils pour agir eux-mêmes sur leur propre stress. Voilà, en fascia, ils sont obligés de revenir me voir. Mais la méthode TRE, ça donne un outil au quotidien où, enfin, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, hein, pas du tout, mais ça donne des outils quand on en a besoin pour se déstresser, oui, et pour faire bouger les choses.
Et ça, donc ils sont assez contents de ça, ça donne une autonomie, même si parfois ils sont contents aussi de revenir sur une séance de groupe parce que c'est aussi important parfois de partager son expérience et d'échanger avec les autres. Et puis le fait d'être accompagné, ça permet de relâcher encore un peu plus, je pense, hein. Ça donne une sécurité supplémentaire. Mais voilà, ça permet d'être autonome quand même, ça c'est bien. Et puis de mon côté, je vois aussi que ça m'aide à aller plus rapidement dans la profondeur. Donc tout le monde est content. Eh bien, au départ, on fait remplir un questionnaire de précaution. Ça, on le fait souvent par mail, avant que la personne arrive. Comme ça, on ne perd pas de temps. Après, quand ils arrivent, ben, on leur explique l'origine de la méthode TRE, en quoi ça consiste. On leur montre. Alors, la première fois, on montre les postures et ils font après, peut-être la deuxième fois aussi, parce que on accompagne beaucoup avec la parole, mais il faut quand même montrer quand même un peu le cadre, si j'ose dire. Puis des fois, ils se rappellent plus surtout entre la première et deuxième séance. Bon, ils se rappellent souvent, ils flottent un peu sur l'enchaînement des postures. Donc c'est bien au départ de faire en tout cas une première fois vous montrer, ils font après. Une deuxième fois, peut-être on peut faire un peu ensemble, ou encore une fois avant et après. On voit selon comment la personne intègre rapidement ou pas dans les enchaînements, et après on accompagne seulement avec la voix. Alors les séances, je dirais peut-être 4-5, peut-être d'autres moins s'ils ils ont déjà beaucoup pratiqué leur corps. Ça dépend un petit peu aussi de l'état émotionnel, donc c'est à voir. Moi, je dirais que 4-5 séances, c'est pas mal. Après, c'est pas des séances forcément très rapprochées. On peut faire deux, trois séances un peu rapprochées, puis après, ils peuvent un peu espacer. Enfin, voilà, je pense qu'il faut voir en fonction de chaque personne. Alors, ma pratique, elle a évolué aussi parce qu'il faut garder une curiosité et que je me suis formée aussi à d'autres techniques que j'ai pas forcément intégrées dans ma pratique professionnelle. Par exemple, j'ai fait un master en sophrologie caïcédienne et j'ai fait un diplôme universitaire sur les techniques somatiques et je les ai pas intégrées dans ma pratique. Mais ça a été l'occasion d'une réflexion sur le fil conducteur de mes pratiques et aussi comment dire, la façon dont on se positionne dans la relation en tant qu'accompagnement. Donc je pense que c'est important de garder cette curiosité, même si, vous voyez, la sophrologie, pour moi, j'ai pas senti le besoin de l'intégrer. Je trouve que le TRE me convient mieux et comme accompagnement, et puis les techniques somatiques non plus, quoi. Mais c'est à chaque fois l'occasion de réflexion et ça ouvre des horizons de toute façon, hein. Alors, elle est forcément personnalisée, d'abord parce qu'en fascia, quand vous venez, vous avez un petit entretien avant pour savoir quelles sont les raisons qui amènent la personne à consulter en fascia, quelles sont ses difficultés, ses besoins, ses attentes. Donc, d'une personne à l'autre, c'est différent. En plus, quand vous touchez, ben, chaque corps a son histoire. Donc, comme la fascia, c'est une écoute des tissus profonds, même si il y a des grandes voies d'entrée qui sont personnelles et propres à chacun, le tissu ne réagit pas du tout, ne répond pas du tout de la même façon d'une personne à l'autre. Alors déjà, ça, c'est unique. Après, à la fin du soin, ben, vous prenez le temps quand même de savoir comment il a vécu le soin et que si cette personne en sent déjà les effets, et puis ben, voilà, si elle revient, comment ça s'est intégré entre les deux séances. Voilà. Pour le TRE, c'est aussi spécifique parce que bon, moi j'aime bien donner aussi des petites clés sensorielles pour pratiquer les échauffements, on va dire. Et puis du coup, je peux m'apercevoir que selon les clés qui ont été données, eh ben, comment ça favorise l'évolution des tremblements. Et ça, c'est très, très, très intéressant.
C'est pas juste trembler comme ça de façon mécanique, c'est vraiment de prendre un petit temps pour, dans les échauffements, être en même temps un peu en état déjà de contemplation de ce qui se passe dans le corps, de ressenti en tout cas. Voilà, être acteur, mais un peu plus qu'acteur. Alors, la respiration, c'est en effet assez central. Euh, donc, le muscle respiratoire principal, c'est évidemment notre diaphragme. Et c'est vrai que les blocages énergétiques se font souvent au niveau des grands carrefours musculaires, dont le diaphragme. Alors, quand on inspire, ce diaphragme, il se contracte. Et bien sûr, en se contractant, il va appuyer sur la cavité abdominale. Donc, on a deux cavités qui sont euh, en interdépendance, si j'ose dire, c'est la cavité thoracique et la cavité abdominale. Et donc, il faut que ces deux cavités puissent se mouvoir le plus librement possible. Voilà, donc pour que le diaphragme puisse se déployer à son maximum, bien sûr, comme il s'appuie, il a besoin de trouver des points d'appui. Bon, il s'appuie sur ses insertions, bien sûr, qui sont les côtes et la colonne vertébrale, mais il a besoin, puisque met en jeu d'autres parties, dont le bassin, d'avoir des appuis, comme appui des muscles accessoires, qui vont être le relais et qui vont nous donner la stabilité au corps. Ces muscles relais, on les appelle en fascia les muscles respiratoires. Et ces muscles respiratoires, on les trouve un peu partout dans le corps. Et c'est vrai qu'en fascia, on va être particulièrement vigilant à libérer le bon fonctionnement de ces muscles-là. Et notamment, on va porter notre attention sur le diaphragme pelvien, sur le diaphragme laryngé, et je dirais même sur l'équilibre des membranes intracrâniennes qui, eux, sont conditionnés quand même par les muscles de la face et les muscles du crâne. Voilà, donc c'est quand même tout un travail assez fin et précis. Et en TRE, ben c'est pareil, souvent, on dit en yoga que le plus grand blocage, le premier blocage énergétique, c'est le bassin. Et donc, les tremblements commencent beaucoup à partir du bas et ça va commencer par libérer justement ce diaphragme pelvien et petit à petit, ça va remonter tout au long de la colonne. Voilà. Oui, les personnes que j'ai eues en soins, j'ai quelques exemples quand même. Notamment, j'ai une personne qui a eu une thyroïdectomie, c'est-à-dire il y a eu une ablation de la glande thyroïde. Et à la suite de cette ablation, c'est une personne qui avait vraiment besoin de sa voix pour parler, dans son métier, hein. De toute façon, on a tous besoin de notre voix, mais en plus, elle, c'était son métier, donc c'était quand même très embêtant. Elle a perdu, elle pouvait plus parler. Les cordes vocales ne vibraient plus parce qu'elle ne trouvait plus de point d'appui. Donc, on lui a fait des injections de graisse autogène, c'est-à-dire on a pris de sa graisse et on lui a injecté au niveau de la gorge et du larynx. Et donc, ben, il se trouve que ça a proliféré, cette graisse, et qu'elle a fait plein de lipomes, c'est-à-dire des boules de graisse. Donc, ils ont été obligés de la réopérer. Ça s'est infecté, donc elle a eu une antibiothérapie. Bon, finalement, elle a quand même retrouvé sa voix, bien que le timbre ait été très modifié. Mais il y a quand même eu un lipome qui a repoussé, un lipome assez gros, et ça lui a créé des douleurs très très fortes dans le crâne. Donc elle était très gênée pour travailler. Donc cette personne est arrivée en soins en fascia parce qu'elle a essayé plusieurs techniques, microkiné, ostéo, enfin bon, kiné, bon, rien, ça marchait pas. Donc elle est arrivée en fascia et ben, petit à petit, enfin, elle est venue tous les mois pendant 6 mois à peu près, et les douleurs sont parties. Donc elle était très très contente parce que c'était beaucoup plus vivable sa situation. Et elle continue à venir, alors en entretien, je dirais, ça dépend. Alors elle est venue assez régulièrement tous les 3 mois, là elle pouvait moins parce qu'elle venait de province, donc elle est venue, là elle est venue, elle a un petit peu interrompu, mais elle va revenir maintenant que ses difficultés sont passées. C'est quelqu'un qui aime bien continuer, elle aime bien avoir un entretien, quoi, hein, pour être sûre.
J'ai une autre personne qui, elle, a eu un cancer du sein. Et bon, ce cancer a été mal diagnostiqué, enfin la nature du cancer a été mal diagnostiquée, donc ça a été un peu compliqué avant qu'elle trouve le bon oncologue qui pose le bon diagnostic. Du coup, on a dû lui gratter assez profondément au niveau du sternum, et ceci a occasionné des douleurs assez intenses aussi, dont elle ne se sortait pas malgré une médication assez puissante. Et donc, pareil, elle avait fait des services de la douleur et rien n'y faisait. Et elle est venue en fascia et en 2 séances, eh ben ça l'a libérée de sa douleur. Alors en fait, le rôle du toucher, c'est de donner un cadre, je dirais. Et c'est pas une pression parce qu'en fait, euh, la fascia, c'est une écoute des tissus. Donc on n'appuie pas sur le tissu. On reste présent, les doigts sont présents, mais c'est pas un massage où on appuie, on rentre pas en force. On écoute et on attend les ouvertures tissulaires. Et là, quand on sent que le tissu s'effondre, cède, alors petit à petit, la main s'enfonce. Mais donc, c'est pas nous qui choisissons la pression, c'est le tissu qui choisit de s'ouvrir, hein, si j'ose dire. Et donc, c'est parce qu'on donne un cadre au, au tissu que les tissus qui sont en mouvement, la dynamique interne du corps va pouvoir entraîner les mouvements qui sont les endroits qui sont figés et voilà, et libérer les fascias. Mais c'est vraiment plutôt cette idée-là, c'est que le corps travaille entre les mains. Ça crée une chaîne, un cadre. C'est un petit peu comme le yoga, hein. Le yoga, c'est les postures vous donnent un cadre. Et normalement, alors si vous ne faites pas que le yoga dans sa dimension biomécanique, mais le yoga dans sa dimension énergétique, il y a une écoute des fascias qui est importante. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis allée plutôt vers la fascia que vers l'ostéopathie. En fait, la posture donne un cadre, il ne s'agit pas d'y rentrer à fond comme ça tout de suite, mais d'être, alors là, un peu comme dans le TRE, à la fois acteur et en contemplation du, du travail que fait le corps pour se libérer. Voilà, ça crée un cadre aussi, hein, la posture. Et ça vous permet de visiter tous les angles morts, hein, et d'aller ben, chercher les endroits qui sont pas, qui sont dysfonctionnels, je dirais. La sécurité des clients, c'est d'être très présent pour eux, là aussi. Alors, on n'est pas présent par le toucher, mais on est présent par la voix. On peut parfois, si vraiment il y a un problème, s'approcher et poser une main sur une épaule ou sur un endroit pour rassurer la personne, mais il faut lui demander. Faut pas, ou on peut se rapprocher d'elle, mais faut le signaler avant. Et puis, il y a une posture en TRE qu'on appelle la position stop, parce qu'il peut y avoir des personnes que les tremblements inquiètent parce que c'est des tremblements involontaires. Donc pour certains, et j'ai eu le cas, c'était un peu effrayant de voir que le corps se mettait à bouger tout seul. Et donc à ce moment-là, il y a une position où on rassemble les jambes et les bras, on serre les poings et on contracte tout le corps et ça coupe net les tremblements. Donc ça, c'est une façon de mettre en sécurité et si on donne cette posture lors d'une première séance pour que quand la personne est seule, si elle, d'un seul coup elle panique parce qu'elle tremble, elle puisse arrêter les tremblements immédiatement. Je conseillerais d'avoir d'abord un échange euh, par mail, par téléphone, enfin le mieux c'est par téléphone, ou au moins par mail ou par SMS pour savoir si c'est la méthode qui convient, si ça répond aux attentes, aux besoins, voilà, si ça correspond, s'il y a une contre-indication ou pas aussi. Donc le mieux, d'abord, c'est la première façon de se mettre en relation. Et la relation, c'est au centre, je veux dire, c'est la vie. Donc, on peut me trouver sur Internet, sur mon site qui s'appelle faciage.com, sur le site sur lequel il y a une page consacrée au TRE. Et puis, eh ben, il y a mes coordonnées téléphoniques et il y a un formulaire de contact.
Voilà, donc c'est la meilleure façon de rentrer. Là, on peut me joindre par téléphone, mail ou SMS. Et on peut échanger avec moi avant de venir. Voilà, et si je ne suis pas disponible au moment où on m'appelle, on peut me laisser un message pour que je rappelle.